Et on écoute, on n'a pas envie que ça s'arrête. Il y a une belle phrase qui conclut, qui justement va peut-être nous conduire sur notre discussion. Une belle phrase qui est dans le recueil. Célia, tu l'avais noté, je pense. Oui, c'est une très très belle phrase. C'est encore un appel, donc un appel à se souvenir du futur. Un très très bel appel à se laisser, à ne pas porter toujours la charge du passé, mais à se souvenir qu'il faut prendre soin. C'est la question du soin qui est importante, le soin des autres et le soin du futur, qui nous permet d'annoncer le piment dans la bouche avec le public. Tu peux me rappeler le titre du piment? Les Africains sont-ils capables de se projeter dans le futur? Alors, les Africains sont-ils capables de se projeter dans le futur? En gros, c'est ça. On va peut-être vous écouter, vous exprimer sur ce piment. Et ensuite, évidemment, le public est invité à donner son avis. Les Africains. La question elle est vaste. La question c'est est-ce que les gens aujourd'hui sont capables de se projeter dans le futur? Moi je crois que la vraie question est là. Les Africains. J'y viens aux Africains, mais la vraie question c'est un climat général aujourd'hui. Après, la question elle concerne les créateurs africains ou les Africains? Parce que moi les Africains, qu'est-ce que ça veut dire finalement? C'est une question ouverte. D'ailleurs, je vais parler de Gaël parce que hier j'ai passé une partie de la soirée avec lui et on a parlé du Rwanda, on a parlé de plein de choses et de choses qu'on a envie de monter, d'universités populaires et citoyennes, de rendez-vous artistiques et citoyens avec des jeunes sur le continent. Je suis parrain d'un festival qui s'appelle Quartier Sud à Douala, qui est fait sans aucune subvention avec des jeunes gens qui ont envie, qui se projettent dans le futur, parce que sinon on ne fait rien. Donc, est-ce que la question concerne les créateurs dont je fais partie, et je suis créateur africain, puisque je suis camerounais de nationalité, même si je vis ailleurs aujourd'hui, est-ce qu'elle concerne les gens? Peut-être que si on précise un peu les choses, moi je pourrais y répondre, mais... Précisons même dans toutes les sphères. Là, nous, on a eu énormément de mal. J'ai eu le soutien de libraires qui, en termes de science-fiction, franchement, chez Caride, on sait de quoi on parle. On a été infoutus de trouver de la vraie science-fiction de projection. La plus grande projection, je dirais, c'est peut-être Dizzy qui s'est projeté dans 2025, en 10 ans. Mais est-ce que ça ne dénote pas justement je sais pas, peut-être d'un blocage culturel, d'être incapable de se dire, d'écrire ou d'imaginer l'Afrique dans 100 ans? À chaque fois qu'on voit des films de science-fiction avec Interstellar ou dans l'espace, en fait l'Afrique n'est jamais là, quoi. Parce que l'Occident ne l'imagine peut-être pas, mais nous-mêmes nous ne projetons jamais là-dedans. Et le parallèle, c'est, on a dans beaucoup de pays africains que je connais, les gens sont foutus d'investir dans un projet qui ne va rapporter de l'argent que dans 5 ans. Est-ce que tout ça n'est pas lié, justement? Peut-être. Moi, ce que je constate, en tout cas, c'est qu'effectivement, on est dans certains pays d'Afrique, parce qu'encore une fois, moi, j'aime bien la nuance, et dans certains pays d'Afrique, ceux que je connais et où j'ai eu la chance, en tout cas, de rencontrer des jeunes, donc la jeunesse, celle qui sera à l'œuvre demain, ou alors des instances dirigeantes, en tout cas des instances culturelles surtout, il y a des questionnements, il y a des envies de se projeter, et puis il y a aussi la chape de gouvernement qui vole leurs rêves à des gamins. Donc effectivement, comment se projeter quand on est dans des situations totalement instables, du jour au lendemain tout peut changer. Alors peut-être qu'effectivement il y a une culture de je vis ici et maintenant, qui après on ne peut pas la juger quand on ne vit pas ces situations-là, ces conditions-là. Enfin, moi, je ne me permettrai pas de la juger. Je sais que j'ai rencontré des jeunes, moi, qui m'ont bouleversé, notamment à Douala, et qui sont dans le « je vis ici et maintenant », mais parce qu'ils n'ont pas le choix. Parce qu'ils n'ont pas le choix. Des créateurs aussi, qui investissent là, le présent, uniquement le présent, quelquefois questionnent le passé pour éviter de refaire les mêmes erreurs, mais qui ne se projettent absolument pas parce que ça ne parlera pas, parce que voilà, il y a plein de questionnements quand on est créateur. Effectivement, pour qui on crée? Celui qui vit en Afrique et qui est dans sa création et qui considère que c'est un thème qui n'est pas forcément un thème qui va être, je ne sais pas, lu, entendu par son public,
ils créent des choses qui vont être accessibles et surtout qui sont dans la... Parce que finalement, c'est l'offre et la demande aussi. Donc voilà, donc est-ce qu'on peut juger ça? Moi, en tout cas, je ne me permettrai pas de juger ça. Je sais qu'il y a des gens qui ont envie, qui appellent le futur de leurs vœux. Et puis, il y a la chape de gouvernement, d'État, qui volent leurs rêves à des gamins. Moi, je suis parti du Cameroun parce que je savais que je ne pourrais pas réaliser mes rêves, sinon jamais je serais parti du Cameroun. Il y a 20 ans, je suis arrivé en France parce que je rêvais d'être écrivain. Je ne savais pas si je le réaliserais, mais je savais qu'en tout cas, au Cameroun, je ne pourrais pas le réaliser. En tout cas, c'est la conviction que j'avais. Et je vois encore aujourd'hui, 20 ans après, des jeunes qui ont des velléités artistiques, qui ont des rêves artistiques, et qui n'osent pas les exprimer parce qu'ils ont l'impression qu'ils ne sont pas dans un environnement qui leur permettrait de le faire. Donc comment est-ce qu'on... C'est un peu pessimiste quand même comme positionnement, parce qu'il y a quand même des écrivains sur place qui écrivent et qui sont publiés. Il y en a peut-être pas beaucoup, mais en tout cas il y en a. Je pense que se positionner en se disant que en Afrique on ne peut pas réaliser tous ses rêves, c'est un peu fermé. Pas, comme ça, c'est quelque chose qui n'engage que moi. Je dis, je suis parti il y a 20 ans pour ça. Sinon, autrement, je ne serais jamais parti du Cameroun parce que j'y avais une vie qui me convenait, peut-être même trop confortable pour devenir écrivain ou je ne sais pas trop quoi, parce que voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que pour réaliser mon rêve, moi, je suis parti et que j'étais triste de rentrer au pays, de rencontrer des jeunes qui ont des velléités artistiques et qui n'osent pas parce qu'ils ont le sentiment que rien ne leur permettra d'y arriver aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a des médias, il y a Internet, il y a une façon de communiquer son travail qu'on n'avait pas il y a 20 ans. Aujourd'hui, je pense que si j'étais au Cameroun aujourd'hui, je n'aurais pas forcément besoin de partir. J'aurais pu écrire des choses, peut-être que ça aurait intéressé une ou deux personnes. J'ai des artistes que j'invite de temps en temps en France pour des festivals et qui voyagent comme ça, ils vivent au Cameroun et ils font le tour du monde parce qu'il y a Internet et qu'on a réduit les intermédiaires. Donc aujourd'hui, c'est un peu différent d'il y a 20 ans et c'est pour ça que ça me fait mal de voir des jeunes de 20 ans après qui ont mon âge il y a quelques années et qui ont les mêmes rêves et qui n'osent pas. Juste parce qu'ils ont le sentiment que de toute façon c'est pas pour eux en fait. Voilà, c'est ça, c'est justement ça l'idée de notre question, c'est est-ce que c'est un positionnement culturel qui empêche les gens de se projeter dans le futur, ou est-ce qu'il y a un contexte? Le roman de Waberi est intéressant dans ce sens-là justement, quand il bouscule la cartographie, on a envie de se dire est-ce que la distribution des richesses, la distribution des pouvoirs, si elle avait été différente, est-ce que ça aurait encouragé plus de personnes à se projeter dans le futur? Personne sous-entendu africain. Je tiens à signaler que le débat est pour le public, donc c'est pas un huis clos avec l'auteur. Voilà, donc c'est pour tout le monde en fait. Mais non, au revoir, c'est très intéressant ce que tu dis. Pourquoi Samy Tchak n'écrit pas de la science-fiction, de l'anticipation, il écrit seulement sur le présent? Voilà, par exemple. Oui, j'étais en train, on en discutait. Je pense que c'est une question qui est intéressante et fausse en littérature. Parce qu'en littérature, l'être humain n'est ni au présent ni au passé. Si on creuse dans l'être humain de façon profonde, on parle de lui dans son éternité. Sinon, nous ne lirons plus des textes qui sont datés de 1000 ans et qui nous parlent mieux que les auteurs d'aujourd'hui. C'est du grand Samy Tchak. On va revenir dans le présent. Sur un point de vue purement littéraire, je suis d'accord, mais là tu te défausses un peu. Parce que dans la projection, il y a quand même une idée de se dire, dans 100 ans par exemple, où je serai encore là, ou voilà où on sera. Donc on n'est pas dans la même dynamique quand on lit un livre d'il y a 1000 ans. Oui, là c'est une autre question. Et 100 ans encore, c'est une grande échéance. Je veux dire, l'anticipation, on l'a bien vu avec DC's. Ça peut être une dizaine d'années, ça peut être une vingtaine d'années. Moi, non, comme il veut que je... Tu veux répondre d'abord. Oui, quand on parle d'anticipation ou de projection, ce ne sont pas des projections. Les grands livres qu'on a considérés comme d'anticipation sont plutôt des livres de gens très cultivés qui ont étudié bien le présent pour voir les possibilités dans le futur. Quand on prend Le meilleur des mondes, on prend 1984 et tous ces livres-là, ou 1984, Le meilleur des mondes, sont quand même issus d'un livre russe. Nous autres, on prend tous ces livres-là qui ont engendré les livres qu'on dit de projection, c'est qu'ils ont étudié
très bien ce qui se passe aujourd'hui pour savoir que c'est possible demain. Jules Verne en est un exemple. Quand on prend par exemple Waberi, ce n'est pas une projection. On n'appelle pas ça une projection. C'est plutôt le livre d'un auteur qui n'a pas une vision d'un autre monde possible. Le monde actuel est son seul modèle. Il renverse la tendance. Ce qui se passe aujourd'hui se passera demain avec les mêmes acteurs dans des rôles différents. Dans des rôles différents, tout à fait. Donc la projection, c'est juste entériner un monde. Selon Waberi, le monde actuel est le seul possible. C'est pour ça que c'est encore plus triste, parce qu'on n'a pas d'auteur. Bon, évidemment, toute proportion gardée. Quand on a Isaac Asimov qui fait une fondation, il redéfinit justement le monde. Il réécrit le monde. Les auteurs de science-fiction, les Pratchett, ils redéfinissent le monde. Et aujourd'hui, les auteurs africains ne redéfinissent pas le monde. Ils constatent ce qu'il y a. Et puis pour les plus afrocentristes, ils considèrent qu'on met le noir à la place du blanc. Oui, et on a reçu Gaston Kellman ici, qui avait sorti une phrase qui avait fait hurler tout le monde, où il avait dit « Le rêve de tous les noirs, c'est de devenir blanc. » C'est d'être blanc. Tout le monde avait crié, mais dans le sens où... et évidemment, c'est un provocateur. Non, mais Gaston Kellman, c'est un provocateur. Mais ça revient à dire qu'en fait, les gens, ils veulent juste changer. Les personnages sont changés de paradigme. Non, mais ce qu'il dit est quand même le vrai problème. Le vrai problème, c'est à un moment, d'une manière ou d'une autre, peut-être inconsciemment, on a tous entériné une idée que le monde est arrivé à la fin de ses possibilités. Nous n'aurons plus que des variantes à l'intérieur de ce qui se passe. Et les projections, ce qu'on appelle actuellement projections, vous avez parlé du rappeur Sarkozy, président en 2015-17, Marine Le Pen, nous ne sommes pas dans un autre monde. Nous sommes quand même dans ce qui se passe aussi. La francisation des prénoms. Il y a pas mal de parents maghrébins qui donnent quand même à côté d'un petit prénom. Ah si, moi j'en connais. Qui donnent à côté d'un petit prénom. Bien sûr. Un prénom arabe, un petit prénom catholique. Ça se fait déjà. Donc on est quand même dans ce qui se passe. Et ça pourrait se généraliser. Ça n'est en aucune façon une projection. La seule question qui peut se poser, c'est qu'est-ce qu'un être humain en 2017, en quoi il serait différent de moi? Qu'il y ait quand même la guerre dans les banlieues, qu'il y ait la guerre aujourd'hui aussi. Hein. Ça ne change en rien la vision du monde. Est-ce une proposition d'une autre humanité? Où est une nouvelle humanité dans ça? Est-ce une projection? Ce n'est pas une projection, c'est juste une sorte de vision vraiment prisonnière du présent. C'est tout. Il voit le présent. Marine Le Pen, présidente dans 14 ans, est une chose très probable. En le disant, je ne pense pas qu'on change vraiment les paradigmes. Mais si quelqu'un nous montrait quand même que dans 5 ans, 17 ans, 20 ans, peut-être on n'aura même plus besoin de président en France. Et qu'un romancier parte de cette idée-là, la France sans nécessité d'un régime présidentiel, ni Premier ministre. Comment une société française pourrait vivre, fonctionner, sans le système dans lequel nous sommes? Marine Le Pen à la place de Sarkozy ou de Hollande, il ne s'agit que d'hommes à la tête du même système. Quelle est la projection? Quelle est la proposition? L'autre question, est-ce que l'écrivain a vraiment un devoir de se projeter dans le futur? Non, c'est pour ça que la question était plus large. Même au niveau des politiques, aujourd'hui, moi je suis congolais, je vois la chose, elle est très simple. Les gens investissent dans ce qui va rapporter demain. Même ceux qui ont aujourd'hui les moyens financiers, ils sont infoutus de mettre en place une usine en sachant qu'elle va commencer à rapporter. On a fait un business plan et je veux commencer à gagner de l'argent dans 3 ans, 4 ans. Dans nos pays, en tout cas, ça n'existe pas énormément. D'un point de vue africain, chez moi non plus. Ça n'existe. En fait, d'un point de vue africain, ça n'existe pas beaucoup. Il faut jouir quand même de ce qu'on fait tout de suite. Exactement. Et la projection, c'est là aussi. D'où la question, est-ce qu'il y a un blocage culturel? S'il vous plaît, il y a un monsieur qui veut parler, là, on va l'écouter. En plus, on écoute monsieur Abossolo. Merci beaucoup déjà aux organisateurs et aux organisatrices d'avoir permis ça. C'est toujours des moments magiques, c'est toujours dans ces moments-là justement où, comme disait joliment Sankara, où on ose inventer l'avenir.
Et si on parle de science-fiction, ben, c'est de ça qu'il s'agit. Et moi, les questions à se poser, c'est est-ce qu'on peut inventer l'avenir sans avoir une idée extrêmement claire du passé? En tant qu'être humain, on a une mémoire. On ne fonctionne qu'à travers nos mémoires. Tout ce qu'on fabrique est en reproduction de ce que nous sommes. Nos ordinateurs nous ressemblent, nos voitures aussi. On a inventé un Dieu qui nous a créés en fonction de ce qu'il est. Comme nous sommes dans le patriarcat, ce Dieu est même masculin. Il y a qu'on n'imagine même pas que ça pourrait être une déesse. Vraiment. On dit un patrimoine. C'est patrie, la patrie. On dit pourtant la mère patrie. Mais quand on parle de patrie, on exclut les femmes. Dans plusieurs langues dites civilisées, évoluées, ça c'est la droite. La main du droit, de la raison. Ça c'est la gauche, celle qui est gauche, celle qui est faible, celle qui est... C'est derecha, le droit, izquierda, je ne sais pas bien ce que ça veut dire, mais sinistra par contre, c'est ce que ça veut dire. En anglais, left, la main abandonnée. Et comme par hasard, ça c'est la main de Dieu, et ça c'est celle du diable. Et comme par hasard aussi, ça c'est la main qui est du côté du cœur. Donc en tant qu'humains, nous marchons à cloche-cœur en permanence. Comment peut-on dire que cette main-ci qui est du côté du cœur est la main du diable? Que le diable est dans le cœur. Parce qu'on a oublié le passé, l'enracinement. Parce qu'on a oublié d'où les mots viennent. Diable, diabolo, duel, division. Satan, shaitan, division. Si on se rappelait que diable venait de division, on ne parlerait pas en se divisant le corps. On chercherait à se recueillir, à unir. Et pour moi, c'est où est-ce que les artistes, les artisans, en Afrique ou ailleurs, se branchent pour se ressourcer. Si on parle d'argent, on parlait tout à l'heure d'une économie actuelle, si on parle d'argent comme la monnaie dollar ou la monnaie euro ou la monnaie franc, c'est simplement oublier que le dollar est basé sur « In God we trust ». Voilà la culture qui sous-tend le dollar. Le franc, c'est sur la franchise, la vérité, l'authenticité. L'euro, c'est sur l'union des... Autrement dit, toute forme d'économie est enracinée dans une soif de culture, dans une manière d'avoir cultivé la vie. Et le problème, si on se ressource, si on écrit en se basant sur des points de culture qui sont déjà erronés chez les autres, parce qu'en tant qu'humain, bon, pour survivre, on est quand même obligé de manger les animaux. Hein. On est quand même encore obligé, on justifie ça en disant que les animaux n'ont pas d'âme, ils n'ont pas de conscience, mais on est tous cannibales. On a honte de dire ça. On a peur de dire ça. Donc on est tellement en lâcheté de nos impuissances que déjà, où que ce soit, être artiste, être artisan, la perfection ou même l'entité, la sanité, ça n'existe pas. Hein. On écrit ou on parle au machin parce qu'on est malade. Parce qu'on cherche à se soigner. Parce qu'on cherche comment faire pour prendre soin de soi et des autres. Religion, c'est ça. Et où que vous alliez en Afrique, il y a des tonnes de gens qui ne font pas de la science-fiction, qui sont de la science-fiction. Parce que la manière de survivre dans la rue, quel que soit le pays africain, dans n'importe quel livre de science-fiction, le bouquin sera toujours en dessous de la réalité. Attention, vous êtes en train de dire la même chose que Wisnik, là. Hein. Le monsieur qu'on n'a pas trop aimé, qui dit son introduction. Pourquoi aller chercher loin Non, 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 pas du tout. Je ne dis pas ça du tout. Je dis simplement que moi, je dis le contraire. Je dis que pouvoir survivre dans un continent qui est sous embargo du monde entier, parce que l'Afrique est sous l'embargo de tout le reste du monde, économiquement, politiquement, socialement, philosophiquement, au niveau des croyances. Quand aujourd'hui un jeune artisan fait un film et machin, il met 2 personnes et il ne se rend pas compte qu'il est en train de reproduire Adam et Ève. Quand on parle d'une femme qui est venue détruire l'harmonie, on ne se rend pas compte qu'on est en train de reproduire la pomme et le serpent. Pourquoi est-ce que c'est la femme qui détruit l'harmonie? Est-ce qu'on peut en revenir au début? Oui, 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 j'y vais. Non, parce que pour moi, c'est toutes ces manières polluées de concevoir le monde, comme on dit qu'une femme conçoit un enfant, qui fait qu'on se colle à ce qu'on appelle la réalité. Et qu'on a du mal à se projeter.
Alors, qu'on a du mal à empêche de se s'ouvrir. projeter, vous avez parlé de la nécessité de se ressourcer auprès du passé. Là, c'est une question qui s'adresse à tout le monde ici. Est-ce que le passé, justement, une trop grande conscience du passé, c'est pas ça qui empêche, qui écrase un petit peu La volonté, projection. l'intention de se projeter? Ça dépend encore Et une puis la fois. confiance aussi. Si dans le passé, il y a un poème, un morceau, c'est God Bless the United States of Africa, où il y a le capitaine Alexandre égrène les tragédies, les catastrophes que le continent africain subit. Est-ce qu'au bout d'un moment, on perd pas confiance aussi? Là, on est en train de parler de confiance dans l'avenir, confiance dans le futur. Alors, est-ce que c'est vraiment important, urgent aujourd'hui, de cultiver à ce point le passé? Oui, parce que pour moi, quand je dis passé, je n'entends pas la division du monde à l'occidental ou à l'oriental, qui est linéaire et où le passé est derrière et le futur devant. Pour moi, quand je parle de se ressourcer, la petite partie de philosophie africaine ou Ubuntu et tout dont je me suis saisi considère le temps comme un permanent présent. Il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur. Parce que ce qui s'est passé il y a 1000 ans se reproduit encore maintenant. Et si on ne cherche pas à corriger quelque chose dans le présent, on ne peut pas continuer dans le futur. Donc le passé n'est pas derrière. Quand je parle de où est-ce qu'on se branche, c'est ça. Si on considère que le passé est derrière soi, évidemment, on a des problèmes. Et quel que soit ce qu'on écrive, comme disait Samichak, on tourne en rond, on ne fait que rebouillonner son présent. Mais si on est permanemment dans son présent, en plein, là, sur ses deux pieds, et qu'on cherche comment faire pour faire le prochain pas, alors ce futur pas est de la science-fiction. Ça, c'est bien. Ça. Comme ça. Mais juste comment vous appelez déjà? Émile Abosolombo. Pour rebondir, mais avec les questions de linguistique toutes bêtes, hein, il y a deux mots, enfin le même mot en lingala, ceux qui les lingalaphones savent, c'est le même mot pour dire hier et demain. En fait, dans la plupart des langues, en Chiluba aussi, enfin des langues de Swahili, c'est le même mot pour dire aujourd'hui, enfin hier et demain, c'est ce qui revient à peu près à ce que vous disiez là. Et puis, pour prendre aussi le parti de Samichak, il y a un côté quand même très très archaïque à la science-fiction. Je ne sais pas si vous regardez vraiment oui, vous regardez les films de science-fiction. D'ailleurs, je lance un appel. Qui veut aller voir Jupiter? Il y a un fan des Wachowski qui veut aller voir Jupiter. Oui, il y a un côté très archaïque dans tous les films de science-fiction, ceux que j'ai vus ces derniers temps, hein, enfin, que ce soit dans la manière de se présenter, dans la manière dont les héros se présentent, dans les enjeux qui sont tout le temps mis en place dans ces films-là, c'est toujours des choses absolument vieilles, archaïques, qui se battent avec des épées, même s'il y a des lasers au bout du film, mais bon, ça reste quand même des épées, ils sont habillés avec des tuniques, des toges, comme des Romains, il y a toujours un côté très, très, très archaïque dans la projection, dans cette façon d'aborder le futur, ce qu'on appelle le futur, et qui remet justement en question ce que... quelle est la place finalement de comme tu dis Célia, du passé, ou lourd ou pas lourd? Qu'est-ce que cela permet d'envisager dans le futur? Tu es venu ici, tu as rappelé ce poème de Marc Alexandre sur les fameuses catastrophes, et moi j'ai toujours cette image, l'image de l'esclave qu'on ramène complètement nu, cette nudité, qu'on débarque nu sur les côtes d'Atlantique, et c'est sur base de cette nudité-là, donc l'unité, on est dans l'archaïsme le plus complet, hein, on est vraiment dans le dépouillement le plus absolu, il n'y a rien du tout, et c'est de cette nudité-là qu'il pense le monde, qu'il permet de se construire un avenir. Donc il y a toujours cette connexion-là qu'il faut pas oublier entre le passé le plus absolu, ce qu'on considère comme le passé. C'est qui de cette nudité-là? Il y a quelque chose qui m'a échappé là. Non, je parlais de l'esclave. C'est l'esclave qui de sa nudité. Oui, qui postule le monde de sa nudité, de son dépouillement. Et on retrouve ça très très bien dans des formes musicales, artistiques très 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 avancées, très poussées. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce qu'on appelle le jazz avant-gardiste, le jazz poussé d'Ornette Coleman. Je ne sais pas si vous écoutez Free Jazz, c'est un morceau d'Ornette Coleman qui fait 37 minutes. Ornette Coleman, ce qu'il fait, en fait, il enregistre son morceau
avec deux quartets. Il prend juste 2 quartets et il fait le même morceau qui se répète à chaque fois. Au bout de toutes les 12 minutes, le morceau reprend, etc., etc. Donc il fait quelque chose d'absolument simple, une construction en miroir, une construction en flaque d'eau. C'est des choses totalement basiques, totalement simples de la vie courante, de chaque jour, enfin, des trucs... Et c'est sur base de ça qu'on dit, ah tiens, c'est du pur jazz du futur, ça. Négatif. Oui, mais juste pour qu'on fasse pas l'amalgame. Madame, ça ira. Non, je voulais juste qu'on fasse pas l'amalgame avec certains films de science-fiction où il y a la posture américaine, évidemment, hein, qui est du super-héros, du autre et autre. C'est pas juste bon, Hollywood. Exactement. Quand on est dans la science-fiction, c'est comme Samy disait, quand il faut redéfinir un système, les grands auteurs de science-fiction redéfinissent le système, redéfinissent le monde. Je vous promets que si vous lisez des vrais grands auteurs de science-fiction, quand ils disent je veux imaginer un monde dirigé par les femmes, ils se contentent pas de mettre les femmes à la place des hommes. Ils redéfinissent tout un système de pensée, tout un système de culture. Et c'est en ça que je dis qu'on a peut-être, nous, du mal, parce qu'en n'étant pas sur ces aspects-là, peut-être que ça découle aussi sur les aspects économiques, sur les aspects... Parce qu'on n'est peut-être pas capable, à un moment, de repenser les choses. Parce qu'on est dans un paradigme. Et ça, quand je parle de projection, ce n'est pas simplement de mettre le noir dans la position... mais c'est vraiment cette redéfinition-là. Les grands auteurs de science-fiction aujourd'hui, occidentaux, le font. Et ils sont capables de le faire. Aujourd'hui, les Africains sont... Anaïs ? Madame, me permettre pour la science-fiction, il y a aussi un truc qui est super restrictif, c'est que pour en écrire aujourd'hui, il faut en avoir lu, il faut avoir lu tous ces classiques pour pas réinventer l'eau tiède. Et que le problème, c'est que voilà, même en Occident, quelqu'un qui arrive et qui connaît pas bien déjà les bases va avoir du mal à se projeter au-delà de ce que déjà des grands ont écrit. Et comme en plus c'est une littérature hyper américaine ou occidentale, mais quand même vraiment tournée vers les États-Unis, je peux comprendre qu'un auteur dont c'est pas sa culture a priori va pas aller investir ce truc-là, parce que ça demande quand même une culture assez spécialisée dans quelque chose, et il faut avoir, faut maîtriser son corpus, quoi. Et enfin voilà, même aujourd'hui des auteurs qui réinventent l'eau tiède parce qu'ils en ont pas assez lu, et là je parle pas d'auteurs africains, hein, je parle d'auteurs occidentaux qui baignent dans une culture geek, mais de Hollywood, etc. Et ils vont rater la marche, quoi. Et à mon avis, on retombe là dans un truc qui est, juste 2 minutes, qui est terrible, parce que, donc en fait on parle, et j'entends ce que tu dis et j'entends très bien, mais on ne parle alors que d'une forme de science-fiction. On ne parle alors que d'une école, on ne parle alors que d'un fil, d'un rayon du cercle. Non, parce que la science-fiction c'est tellement vaste, il y a tellement de courants différents, de pensées, chaque auteur a vraiment créé une façon de voir les choses, un monde, et va questionner une chose. Qu'est-ce que c'est être humain? Qu'est-ce que c'est notre rapport à la réalité? C'est pas une question de forme américaine ou pas, c'est une question, pour moi, c'est une question d'être libre et de trouver le moyen de réinventer un monde. Quelle que soit la forme que ça prend. La forme sera digérée 10 ans après ou 15 ans après, mais tout ce qui est nouveau a toujours du mal à passer. Parce qu'encore une fois, ça ne répond pas, ça ne fait pas écho à ce que nous connaissons dans la mémoire. Donc le problème est-ce qu'on invente vraiment un monde, ou est-ce qu'on veut innover en fonction de... Et on revient au problème dont on parlait. Quand on parle d'Afrique, d'Occident, de noir, de blanc, le référent, c'est lequel? Est-ce que le référent du modèle démocratique, c'est le capitalisme ou le communisme ou machin à tout prix? Ou est-ce qu'on peut inventer un modèle de société en dehors de tout ça? Est-ce que toutes ces questions sont là? Et pour moi, quand on parle de science-fiction, on parle d'abord, avant tout, de liberté. Mais de liberté totale, de liberté radicale, dans les racines. Même si on s'informe à côté pour savoir comment, mais si on perd cette liberté, alors on est déjà prisonnier des formes qui ont été là avant nous. C'est un problème plus grand dans les moi je définirais pas la... Pardon, là, on va devoir interrompre. Mais juste, je voudrais faire quand même, si vous permettez, une petite remarque. Si je peux faire une petite remarque, c'est de revenir, parce qu'on on atteint des sommets de philosophie, etc., qui sont vraiment passionnants.
Mais je voudrais revenir à la définition fondamentale. Qu'est-ce que c'est que la science-fiction? Il faut prendre le mot. Science-fiction. Comment est née la science-fiction? La science-fiction, elle est née par le fait que dans une société occidentale qui se mécanisait, il fallait repenser l'avenir de l'humanité en fonction des machines qui arrivaient. Elle naît très précisément à ce moment-là. Donc, à partir de ce moment-là, il y a eu deux tendances énormes dans la science-fiction, qui sont soit de voir l'avenir sous un jour radieux, les machines vont remplacer l'homme pour lui épargner le travail, la fatigue, etc. Ça va être formidable, on va rien foutre, et les machines vont travailler à notre place. Ça, c'est un premier aspect de la science-fiction. Et le deuxième, c'est exactement le contraire. Ces machines vont prendre le pouvoir, l'homme va se déshumaniser, et on va être réduit à néant. Et ces deux grands courants de la science-fiction sont nés au XIXe siècle. Si vous avez lu de Jules Verne Paris au XXIe siècle, vous comprenez que Jules Verne n'était pas optimiste. Ce que peu de gens savent, en fait. Et cette science-fiction sombre, négative, si on peut dire d'un certain côté, elle a perduré, elle perdure encore évidemment de nos jours, elle prend différentes formes en fonction des évolutions technologiques. Hier c'était la machine à vapeur, après ça a été l'électricité. On pense à l'Ève future de Villiers-de-L'Isle-Adam qui repose sur... Le personnage principal, c'est Edison. Bon, quand même, hein, voilà, on est en plein dans l'époque, là. Hein. Donc, et puis maintenant, c'est les manipulations génétiques, c'est des choses comme ça. Donc, il y a bien le mot science. Alors moi, la question que je pose ici, puisqu'il y a beaucoup de gens qui viennent d'Afrique ou qui sont de culture africaine au pluriel, je voudrais savoir quelque chose. Parce que les auteurs de science-fiction questionnent le présent en imaginant des mondes soi-disant futurs qui soient positifs ou négatifs du point de vue de l'avenir de l'humanité. Quoique quelqu'un a écrit que l'humanité allait disparaître, bon débarras. Mais c'est un autre sujet. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, parmi les auteurs africains, il y en a qui peuvent questionner la société industrielle et technologique? En fait, c'est ça la question que je vous pose. Parce qu'il y a pas mal d'auteurs qui se posent des questions dans les pays qui ont été mécanisés à outrance, comme le nôtre, hein, sur le bien fondé de cette mécanisation, les répercussions psychologiques, écologiques, sociales, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, les pays qui aspirent au développement n'ont pas justement envie de ce modèle de consommation, de technologie à outrance, et ne peuvent donc pas, en quelque sorte, remettre en cause cette perspective magnifique d'avoir de plus en plus de machines à disposition? Voilà la question que je pose. Très bien, alors on garde la question pour l'apéro après. On laisse juste intervenir ici, ensuite on va s'arrêter. On va discuter entre nous et on éteindra les caméras. Je voulais juste... la question posée est ouverte. Je voulais juste revenir aussi sur le sujet qui était est-ce que les Africains sont capables de se projeter. On n'était pas sur la science-fiction au niveau du débat. Et la question s'est posée de manière très intéressante et je pense que Capitaine Alexandre a posé un problème dans sa réponse très intéressant, c'est-à-dire que pour que je puisse me projeter, j'ai dû partir. Donc ça, c'est très intéressant. Et moi, en observateur de la littérature des Afriques, j'ai beaucoup lu Faulkner. Enfin, j'ai lu quelques bouquins de Faulkner. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est quelqu'un qui a écrit, c'est un écrivain du Sud moribond, ou du Sud qui a connu la défaite. Et ce qui est intéressant chez cet auteur, c'est sa capacité finalement à reconstruire, faire d'individus qui ont été brisés, qui ont été détruits par la guerre de sécession et qui reproduisent un peu cet échec, c'est de construire un homme nouveau à partir de ça. Et là, moi, je trouve que justement dans Faulkner, il y a une réponse dans sa littérature, dans l'idée de se projeter et participer à la reconstruction des individus. C'est vraiment très fort quand on lit cet auteur. Et quand on voit une auteure comme
Morrison, qui a beaucoup été influencée par Faulkner, c'est intéressant de voir chez elle, j'aime beaucoup ce qu'écrit Toni Morrison, mais c'est intéressant de voir chez elle cette incapacité à se projeter au-delà de la situation vécue. On ressasse ce que l'on voit, mais on n'arrive pas à se projeter au-delà. Alors, est-ce que parce que Faulkner était replié dans une forêt, il avait le temps pour se poser, il était économiquement quand même stable, il pouvait penser des choses? Est-ce que Morrison n'était pas dans cette position? Quelle est la position des écrivains africains aujourd'hui pour regarder la société et se projeter? C'est vraiment une vraie question et qui dépasse celle des écrivains, elle se pose à nous. Finalement, comment regardons-nous la société même au travers de nos exils pour certains ou de nos lieux de positionnement? Donc voilà, c'est un débat qui est profond parce que quand on observe la littérature africaine, force est de constater que souvent on trouve de capacité à se projeter. Alors c'est Réassi qui a le mot de la fin. Gardez les deux dernières questions en tête si vous voulez discuter un peu. On va remercier Capitaine Alexandre d'être venu nous rendre visite. Et alors, le champ des possibles, édité chez La Cheminante, il me semble que vous slamez sur scène prochainement. On n'a pas la date. Je vous crois. J'ai quelques dates. La médiathèque à Radio. Incapable de vous dire où, mais oui, on peut retrouver les informations. Vous enverrez les informations. D'accord. Alors vous suivez la page des tables autour des arts et vous aurez toutes les informations. Merci à tous d'être venus. Il n'y a pas que ça, c'est bien. Il y a sous mes